Début 2025, deux chiffres klaxonnent comme une alarme. Les cargaisons africaines vers l'Europe reculent, mais la valeur par tonne de cobalt, d'or et d'uranium bondit, et ce contraste suffit à montrer que la valeur ne circule plus comme avant, ni au même prix, ni au même rythme. Alors, pour vous, concrètement, que signifie ce déplacement si Ibrahim Traoré n'est plus entendu comme une voix isolée, mais comme un repère qui aide à lire des leviers très réels: contrats, monnaie, routes commerciales, exigences de raffinage, là où la symétrie s'est fabriquée pendant des décennies, un ordre discret s'inverse sans bruit. La promesse de ce récit est volontairement exigeante. Il ne s'agit pas de défendre une thèse ni de produire un discours d'adhésion, mais d'offrir une grille de lecture opérationnelle pour comprendre comment un déplacement discret de la valeur peut remodeler des rapports de force mondiaux qui semblaient figés. En moins de 30 minutes, l'objectif est de transformer une succession d'annonces techniques, contrats, miniers, choix monétaires, normes industrielles, en une architecture d'intelligible où chaque décision éclaire la suivante. Pour le spectateur, le bénéfice est concret et immédiat. Mieux anticiper les chocs économiques à venir sans se perdre dans le bruit des commentaires contradictoires. Les enjeux dépassent largement les États. Ils touchent les entreprises, les emplois, les prix et même les choix quotidiens liés aux chaînes d'approvisionnement. Lire ces événements comme une simple séquence conjoncturelle serait une erreur. Les interpréter comme une rupture totale en serait une autre. Entre ces deux extrêmes, une zone mesurable se dessine. C'est précisément cette zone, souvent mal comprise, que ce récit propose d'éclairer, en prenant Ibrahim Traoré non comme un héros, mais comme un point de repère analytique. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Presque simultanément, plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro lors d'annonces coordonnées, un signal rare par son ampleur et sa synchronisation. Pris ensemble, ces deux faits forment un mini-révélateur. La valeur ne circulait plus comme prévu et le contrôle du tempo devenait un levier politique mesurable. Ce qui semblait un débat technique sur les matières premières s'est mué en remise en cause des hiérarchies établies. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre qui le précédait. Pendant des décennies, l'Europe fixait normes, prix et routes commerciales, tandis que l'Afrique fournissait des flux réguliers. Cette stabilité apparente reposait sur trois mécanismes étroitement liés: des monnaies arrimées, des contrats de long terme assortis de conditions, et une désindustrialisation progressive rendue rentable par l'importation de produits finis à bas coût. Tant que ces leviers restaient intacts, l'asymétrie semblait presque naturelle, intégrée aux modèles économiques et aux habitudes politiques. Début 2025, un détail longtemps relégué au second plan est revenu au centre de l'analyse. Derrière chaque exportation, un coût invisible s'accumulait, et il suffisait qu'un pays suspende ses cargaisons pour faire vaciller l'ensemble. Lorsque Kinshasa a conditionné le cobalt à la construction de raffineries locales, l'effet a été immédiat. Les écrans ont clignoté, les analystes ont recalibré leurs scénarios et la dépendance européenne est devenue quantifiable plutôt qu'implicite. C'est dans cet espace que les prises de position d'Ibrahim Traoré ont trouvé une résonance nouvelle. Elles n'étaient plus perçues comme des signaux isolés, mais comme des points d'ancrage d'une stratégie émergente relayée par d'autres capitales africaines. La question centrale cessait d'être: pourquoi réagir pour devenir qui impose désormais le rythme. Pour saisir cette phase sans la réduire à des abstractions, certaines figures servent de repères plutôt que de moteurs uniques. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce rôle de boussole. Ses déclarations, d'abord perçues comme symboliques, ont progressivement été relues comme des diagnostics stratégiques. Elles ont fourni un langage commun à des décisions déjà en gestation dans plusieurs capitales africaines,
rendant lisible une transformation collective sans la personnaliser à l'excès. Deux microcas permettent d'en mesurer les effets précoces. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des entreprises françaises n'a pas provoqué l'effondrement annoncé. Au contraire, elle a déclenché une renégociation accélérée des contrats. Le ton des discussions a changé. Moins de clauses politiques générales, davantage d'exigences sur la transformation locale, la participation nationale et la traçabilité. Ce déplacement du centre de gravité a révélé que le pouvoir de fixer les règles n'était plus automatiquement extérieur. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a produit un impact d'une autre nature. En quelques semaines, des investisseurs ont proposé des cofinancements d'infrastructures de raffinage sur place. La contrainte est devenue levier. Là où l'on anticipait un retrait des capitaux, on a observé une reconfiguration des chaînes de valeur, avec des engagements plus longs et plus enracinés dans l'économie locale. Ces exemples restent limités en volume, mais ils sont décisifs par leur signal. Ils montrent que modifier un seul point, le lieu où la valeur est captée, suffit à déplacer l'équilibre entre producteurs, acheteurs et intermédiaires. C'est ce déplacement qui rend audible, au-delà des frontières, la lecture portée par Ibrahim Traoré. Avant le basculement, la séquence paraissait presque routinière. Les matières premières quittaient les ports africains à un rythme régulier, les contrats étaient renouvelés sans heurts visibles et les marchés européens intégraient ces flux comme une donnée acquise. Cette continuité produisait une illusion de stabilité. Les signaux faibles existaient déjà, mais ils étaient interprétés comme des anomalies temporaires plutôt que comme des prémices de rupture. Le système fonctionnait tant que le point d'où la valeur était captée restait hors débat. L'activation est venue d'un geste jugé mineur par certains observateurs. Conditionner certaines exportations à la transformation locale a introduit une discontinuité nette. La discussion s'est déplacée du volume vers la valeur. Les partenaires habituels ont cherché à temporiser, à invoquer des contraintes techniques, à demander des délais. Mais la logique avait changé. Le temps n'était plus un paramètre neutre. Il devenait un outil de négociation. Chaque semaine de suspension révélait un coût caché jusque-là absorbé ailleurs. La montée en intensité a suivi rapidement. Lorsque la République démocratique du Congo a suspendu des cargaisons de cobalt en l'absence de raffinerie sur le sol africain, l'effet a dépassé les anticipations. En quelques heures, les marchés ont réagi, les prix ont bondi et les industriels ont compris que la chaîne pouvait se rompre en amont. Ce n'était plus une menace abstraite, mais un fait mesurable. Dans le même mouvement, la décision ghanéenne d'interdire l'exportation d'or non traité a confirmé que ces gestes n'étaient pas isolés. Ils formaient une séquence cohérente, lisible pour tous les acteurs attentifs. Le point culminant est arrivé avec la coordination. Plusieurs ministres ouest-africains ont annoncé la suspension simultanée d'une part significative de leurs réserves libellées en euros. Le chiffre a circulé immédiatement, mais c'est surtout la synchronisation qui a frappé les esprits. Les marchés ont vacillé, des réunions d'urgence se sont multipliées à Bruxelles, et les secteurs industriels dépendant des métaux critiques ont commencé à ralentir. La réaction européenne, fragmentée mais anxieuse, a servi de révélateur involontaire de la vulnérabilité accumulée. Dans cette séquence, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle d'amplification symbolique. Elles n'étaient pas la cause unique des événements, mais elles ont fourni un cadre narratif lisible à ce qui se déroulait. En affirmant que l'Afrique cessait d'attendre une approbation extérieure, il a donné une cohérence politique à des décisions économiques dispersées. Ce cadrage a transformé une série d'initiatives nationales en perception de stratégie collective. Les répliques ont suivi, les ports méditerranéens ont ralenti, certains jusqu'à l'immobilité temporaire. Des industriels européens ont évoqué des pénuries potentielles, tandis que les analystes parlaient désormais de rupture d'approvisionnement plutôt que de tensions passagères.
En Afrique, l'atmosphère était différente. Ce qui se produisait n'était pas vécu comme une crise, mais comme une restauration graduelle d'un pouvoir de décision longtemps délégué. Cette phase de réplique a montré que le changement ne se limitait pas à un événement ponctuel. Il s'agissait d'une reconfiguration du rythme même des échanges, où chaque annonce africaine obligeait les autres acteurs à réagir, souvent dans l'urgence. L'ancien automatisme avait cédé. Désormais, le tempo ne venait plus uniquement de l'extérieur. Pour comprendre la situation de départ, il faut garder en tête une évidence trompeuse. Les chaînes d'approvisionnement européennes reposaient sur des flux continus, des contrats de long terme et une forte concentration géographique jugée efficace. Les matières premières africaines entraient dans les calculs comme des variables stables intégrées à des modèles où le risque était marginalisé. Tant que le point de sortie de la ressource restait hors débat, cette architecture semblait robuste, presque évidente. Puis, un premier écart a surgi, brutal et mesurable. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Cette envolée a montré que l'offre n'était pas substituable à court terme. Elle a révélé une dépendance immédiate de secteurs industriels entiers, incapables d'absorber un choc d'une telle amplitude sans ajustement coûteux. Ce chiffre ne signalait pas seulement une tension de marché, il mesurait la fragilité d'un système bâti sur l'abondance perçue et la continuité supposée. Un deuxième indicateur a consolidé la rupture. Plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro lors d'annonces coordonnées. Ce transfert massif a signalé une réorientation monétaire assumée. Il a montré que l'arrimage financier, longtemps présenté comme neutre et technique, pouvait devenir un levier politique. En une séquence, des décennies d'habitudes ont été remises en question, forçant les marchés à intégrer un risque auparavant jugé marginal. Le troisième chiffre est structurel. Environ 90% du cobalt importé par l'Europe provenait d'Afrique. Cette concentration expliquait l'effet de mes dominos observés. Elle transformait chaque décision prise à Kinshasa, Accra ou Ouagadougou en variable géopolitique majeure. Ce n'était plus une question de volumes échangés, mais de contrôle du point critique où la valeur bascule entre extraction brute et transformation. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. Le contrôle du tempo s'est passé du consommateur au producteur. En exigeant des raffineries locales, des audits renforcés et des participations nationales, plusieurs gouvernements ont déplacé la création de valeur vers l'amont. Le marché, habitué à fixer les conditions, s'est retrouvé à devoir s'y adapter. Dans ce contexte, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont servi de repère analytique. Elles ont articulé une lecture où les chiffres n'étaient pas des anomalies, mais des symptômes. En reliant souveraineté économique et levier quantifiable, son discours a renforcé l'idée que le changement observé était mesurable et non idéologique. Cette lecture à cette largeur a facilité une forme de coordination implicite entre capitales africaines, chacune observant les effets produits par les décisions des autres. La comparaison avant ou après est nette. Avant, les prix reflétaient une abondance supposée et une gouvernance externalisée. Après, ils intègrent une contrainte politique assumée. Avant, les réserves monétaires étaient inertes. Après, elles deviennent mobiles et stratégiques. Tant que ces écarts persistent, les acteurs devront composer avec une réalité nouvelle. La valeur ne suit plus automatiquement les anciennes routes. Deux critiques solides reviennent de manière récurrente et méritent d'être examinées sans caricature. La première affirme que le mouvement observé n'est qu'un ajustement temporaire. Selon cette lecture, la hausse rapide des prix et les annonces politiques auraient créé une tension spectaculaire mais passagère. Les marchés européens, habitués au choc, finiraient par diversifier leurs sources, renégocier certains contrats et rétablir un équilibre proche de l'ancien. Les suspensions de cargaison,
où les exigences de transformation locale seraient alors des épisodes conjoncturels, appelés à se dissiper une fois l'offre réorganisée. La seconde critique insiste sur la fragmentation africaine. Elle souligne la diversité des intérêts nationaux, les contraintes budgétaires immédiates et les dépendances technologiques persistantes. Dans cette perspective, l'élan actuel se heurterait rapidement à des divergences internes. Certains États pourraient privilégier la continuité des revenus à court terme, d'autres céder sous pression financière ou diplomatique. La coordination continentale serait trop fragile pour soutenir un changement structurel durable. Ces deux arguments paraissent cohérents, mais ils se heurtent aux données déjà observables. La première critique sous-estime l'ampleur des écarts mesurés. Un triplement du prix du cobalt en quelques jours n'a pas été absorbé sans coût. Il a déclenché des alertes industrielles, des ralentissements de production et des arbitrages défensifs. De même, le déplacement coordonné de plus de 30 milliards de dollars hors de l'euro correspond à une décision stratégique lourde, difficilement réversible à court terme. Ces gestes engagent des coûts d'opportunité qui dépassent un simple réflexe conjoncturel. La seconde critique néglige un fait central. L'unité n'a pas besoin d'être parfaite pour produire des effets systémiques. Une coordination partielle, concentrée sur quelques leviers clés, transformation locale, calendrier des exportations, signaux monétaires, suffit à déplacer les anticipations des marchés. Les réactions observées montrent que les acteurs externes intègrent désormais ces décisions comme des paramètres durables, même en l'absence d'une harmonie totale entre États africains. Dans ce cadre, les interventions d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle de clarification plutôt que de commandement. Elles ont nommé une dynamique déjà à l'œuvre, réduisant l'ambiguïté interprétative. En confrontant critiques et faits mesurables, un constat s'impose. Ce qui se joue n'est ni une parenthèse ni un bloc monolithique, mais une dynamique intermédiaire suffisamment cohérente pour déplacer le pouvoir. Ce point médian ne tient pas à une annonce supplémentaire ni à un geste spectaculaire. Il repose sur une inversion silencieuse qui s'est installée lorsque des décisions africaines ont cessé d'être interprétées comme des exceptions pour devenir des paramètres intégrés par les marchés. À partir de ce moment, chaque acteur externe a dû recalculer en temps réel, non plus en optimisant uniquement les coûts, mais en sécurisant l'accès et la continuité. Le révélateur a été moins visible que les chocs initiaux, mais plus décisif. Les industriels européens ont commencé à planifier sous contrainte, en intégrant des scénarios de rupture durable. Les gouvernements ont ajusté leur vocabulaire, parlant désormais de partenariat rééquilibré plutôt que de continuité. Ce glissement lexical signalait une reconnaissance implicite. L'ancien automatisme ne fonctionnait plus. Dans ce contexte précis, la parole d'Ibrahim Traoré a pris une valeur particulière. Non parce qu'elle annonçait une rupture totale, mais parce qu'elle nommait le déplacement en cours. Elle rappelait que la souveraineté ne s'exerce pas dans le bruit, mais dans la maîtrise des points critiques où la valeur se fixe. Cette clarification a réduit l'ambiguïté et accru la lisibilité du mouvement pour des acteurs qui cherchaient des repères stables. À partir d'ici, la question centrale cesse d'être jusqu'où cela ira. Elle devient comment chacun s'adapte, car les conséquences ne sont plus théoriques. Elles deviennent concrètes, différenciées et impossibles à ignorer. Les effets concrets du basculement apparaissent lorsqu'on observe séparément quatre ensembles d'acteurs. Chacun est touché selon des mécanismes distincts, mais tous sont reliés par un même déplacement du pouvoir économique et du contrôle du tempo. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. La capacité à moduler le calendrier des exportations et à redéfinir les conditions de transformation locale a créé une marge de manœuvre budgétaire nouvelle. Des gouvernements africains ont pu renégocier sans déclencher de réactions financières immédiates.
Cette latitude a renforcé la crédibilité politique de décisions prises collectivement, même lorsque leur mise en œuvre restait graduelle. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont servi de catalyseur symbolique, donnant une cohérence narrative à des choix jusque-là perçus comme isolés. Pour les entreprises, l'impact est asymétrique. En Afrique, les acteurs miniers et logistiques ont dû intégrer des exigences plus strictes. Transformation locale, participation nationale, audit renforcé. À court terme, ces contraintes ont ralenti certains projets. À moyen terme, elles ont favorisé l'émergence de chaînes de valeur plus enracinées. En Europe, la situation a été plus tendue. Les industriels dépendants des métaux critiques ont dû arbitrer entre hausse des coûts et sécurisation des volumes, révélant une vulnérabilité longtemps sous-estimée. Pour les populations, les effets sont plus diffus mais tangibles. Dans certaines zones urbaines africaines, l'annonce de raffineries et d'infrastructures locales a suscité des attentes nouvelles en matière d'emploi et de formation. Les salaires n'ont pas augmenté uniformément, mais la perspective d'une valeur retenue localement a modifié le climat social. En parallèle, des ajustements de prix ont accompagné la réorientation des flux commerciaux, créant des tensions ponctuelles, mais aussi un sentiment de rééquilibrage psychologique. À l'échelle internationale, le choc a été interprété comme un signal de réalignement. L'Europe a dû reconnaître la fin d'une influence automatique sur ses approvisionnements stratégiques. Les États-Unis ont observé un phénomène qui échappait au cadre classique de pression. La Chine, l'Inde et les pays du Golfe ont proposé des accords moins asymétriques, accélérant une dynamique multipolaire. Dans ce contexte, les paroles d'Ibrahim Traoré ont circulé bien au-delà du Burkina Faso, cristallisant l'idée que le centre de gravité se déplaçait réellement. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que la valeur ne disparaît pas. Elle change de trajectoire, et ce déplacement redéfinit durablement les options de chaque acteur. Les 12 prochains mois constituent une phase de test décisive. Plutôt que de chercher une prédiction unique, il est plus utile de raisonner en scénarios conditionnels, chacun dépendant de la tenue de quelques leviers observables. Ces trajectoires ne disent pas ce qui arrivera, mais ce qui devient plausible si certains comportements persistent. Dans un scénario central de rééquilibrage contrôlé, si les États maintiennent les mesures actuelles tout en renforçant leur capacité administrative, un nouvel équilibre dynamique peut s'installer. Les projets de raffinage avancent progressivement, les audits débouchent sur des renégociations ciblées et l'Europe adopte un ton plus pragmatique. Les flux commerciaux se redistribuent sans rupture brutale. Baisse modérée vers l'Europe, hausse graduelle vers l'Asie et le Golfe. Le système s'adapte sous contrainte mais reste fonctionnel, avec des coûts plus visibles et mieux répartis. Dans un scénario plus favorable de consolidation panafricaine, si la coordination s'approfondit sur quelques points clés, l'élan peut se transformer en avantage durable. Une plateforme régionale d'échange de matières premières gagne en liquidité, attirant de nouveaux acheteurs. Des instruments financiers adossés aux ressources renforcent la stabilité locale. Les industriels européens, confrontés à la réalité, investissent davantage sur place pour sécuriser l'accès. Les populations commencent à percevoir des bénéfices directs, notamment en emploi qualifié et en diversification économique. Le contrôle du tempo devient alors un actif stratégique. Dans un scénario plus difficile de frictions et de pression, si des divergences internes s'accentuent, l'élan peut se fragmenter. Certains États, sous contraintes budgétaires, reviennent vers des mécanismes financiers traditionnels. Des accords bilatéraux contradictoires affaiblissent la cohérence collective. En réaction, l'Europe envisage des mesures réglementaires pour protéger ses intérêts. Les prix internes augmentent, les investissements ralentissent et l'incertitude s'installe. Le mouvement ne s'inverse pas, mais il perd en lisibilité.
une règle de lecture s'impose. Observer la coordination des annonces, la continuité des exigences de transformation et la cohérence monétaire permet de distinguer une transition qui s'ancre d'une transition qui s'étire. La clé n'est pas la vitesse mais la constance. À ce stade, le basculement cesse d'être une abstraction géopolitique et commence à toucher le lecteur selon sa position concrète. Trois profils permettent d'en saisir les implications sans simplifier à l'excès une dynamique encore en mouvement. Pour celles et ceux qui cherchent une boussole personnelle, le récit de 2025 agit comme un rappel méthodologique. Il montre qu'un système peut paraître stable jusqu'au moment où ses points critiques deviennent visibles. La souveraineté, décrite ici, n'est pas un slogan lointain. Elle invite à interroger ses propres dépendances, qu'elles soient professionnelles, économiques ou numériques. Comprendre comment un acteur collectif reprend la maîtrise du tempo aide à reconnaître des marges d'autonomie souvent négligées à l'échelle individuelle. Pour les travailleurs, entrepreneurs et décideurs économiques, les effets sont plus opérationnels. Les chaînes de valeur se recomposent, la localisation de la production devient un critère stratégique et de nouveaux métiers émergent autour de la transformation, de la logistique et de l'analyse des risques. Ce contexte crée des zones d'expérimentation inédites où l'Afrique n'est plus seulement un fournisseur, mais un espace de conception de modèles alternatifs. Anticiper ces déplacements peut orienter des choix d'investissement, de partenariat ou de trajectoire professionnelle. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'ordre international, le moment impose un ajustement intellectuel. Il devient difficile de penser le pouvoir comme une donnée figée. Les événements observés montrent qu'ils circulent et se reconfigurent dès que des leviers concrets sont actionnés. Cette lecture oblige à revisiter crise et alliance non comme des fatalités, mais comme des constructions réversibles. Dans ces trois cas, un point commun s'impose. Le basculement ne dicte pas une conduite unique, mais il modifie le cadre dans lequel chacun résonne. Ignorer ce changement, c'est continuer à lire le présent avec des catégories périmées. Pour que l'élan observé se transforme en structure durable, il doit s'ancrer dans une séquence d'actions précises, vérifiables et résistantes au temps. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont rappelé un principe simple. Le changement ne se consolide pas par l'intention, mais par l'architecture qui la soutient. La première étape consiste à harmoniser les cadres miniers et monétaires. Les ministères des Finances et des Mines sont en première ligne. Il s'agit d'aligner les obligations de transformation locale, les taux de participation nationale et les règles d'exportation. L'horizon est de 6 à 12 mois. Les indicateurs de suivi sont la proportion de contrats renégociés et la part de valeur retenue localement. La deuxième étape vise à construire une capacité industrielle minimale commune. Des consortiums publics-privés régionaux doivent déployer des raffineries pilotes dans quelques pôles stratégiques. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la sécurisation d'un point critique de la chaîne. Les indicateurs sont les volumes raffinés sur le continent et la réduction des exportations brutes. La troisième étape concerne l'infrastructure de paiement et de règlement. Les banques centrales, avec l'appui des institutions continentales, peuvent lancer des mécanismes régionaux permettant de réduire la dépendance aux réseaux traditionnels. Le succès se mesure par le nombre et la valeur des transactions traitées localement. Enfin, une étape souvent négligée est l'implication directe des communautés productrices. Des mécanismes transparent de redistribution d'une part fixe des revenus renforce la légitimité sociale du changement. Si ces étapes avancent ensemble, la souveraineté cesse d'être un discours. Elle devient une pratique observable, capable de durer. Lorsque l'on revient aux premières scènes évoquées plus tôt, port ralenti, marché nerveux, communauté productrice longtemps reléguée en arrière-plan, un fil narratif réapparaît avec netteté.
La transformation observée ne s'est pas imposée par un geste spectaculaire unique. Elle s'est construite par une accumulation patiente de décisions cohérentes, souvent techniques, parfois contestées, mais suffisamment alignées pour produire un déplacement réel. Ce sont ces lieux concrets, plus que les grandes déclarations, qui donnent au basculement sa profondeur. Le motif central qui traverse tout le récit est celui de la valeur qui cesse de s'échapper. Raffineries en projet, contrats renégociés, choix monétaires ajustés. Autant de signaux d'un mouvement progressif mais tangible. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un repère narratif. Ses prises de parole ont servi à nommer ce qui se produisait déjà, à relier des gestes dispersés en une trajectoire lisible, sans effacer la dimension collective du processus. Le rappel est essentiel. Ce n'est pas une personnalité qui fait le changement, mais la capacité à tenir une ligne dans le temps. Les décisions analysées montrent qu'un ensemble d'acteurs peut cesser de douter de sa marge d'action. Quand la valeur reste, la confiance revient. Cette phrase résume l'émotion sous-jacente du moment. Une recomposition ni euphorique ni vindicative, mais résolue. À ce stade, le centre du récit s'est déplacé, et avec lui, la manière même de penser le pouvoir. À ce point du récit, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Le basculement décrit ne concerne pas uniquement des gouvernements ou des marchés lointains. Il interroge la manière dont chacun se situe dans un monde où les centres de décision se déplacent, parfois sans annonce fracassante, mais avec des effets durables. Les images évoquées tout au long, ports silencieux, chaînes industrielles sous tension, communautés productrices redevenues visibles, fonctionnent comme des symboles d'un ordre en recomposition. L'enjeu est autant intellectuel que collectif. Comprendre ce moment, c'est accepter que les cadres anciens ne suffisent plus pour lire les rapports de force contemporains. Les paroles d'Ibrahim Traoré, reprises bien au-delà de leur contexte initial, rappellent une idée simple. Écouter devient aussi important que décider. Cette inversion du regard modifie la façon d'aborder crise, partenariat et responsabilité, sans imposer une lecture unique. La question reste volontairement ouverte. Face à cet agencement mondial en transition, quelle posture choisir? Rester spectateur attentif, devenir acteur engagé à son échelle, ou continuer d'hériter d'un ordre qui se transforme sans nous attendre? Le débat ne fait que commencer.